Bonsoir, ne vous cassez rien ce soir. Je vous remercie d'être venus nombreux, malgré la pluie, peut-être pour certains malgré les éboulements. Au risque de vous surprendre, je vais tenter de vous entretenir sur la santé. Le degré de développement d'un pays peut se mesurer au niveau d'évolution et de performance de sa politique de santé. En effet, ce niveau constitue une synthèse de facteurs fondamentaux comme la prospérité économique, l'avance sociale et scientifique et le sens de l'éthique de ses dirigeants. Qu'une seule de ces composantes se raréfie et le système de santé se dégrade. Des exemples actuels ou passés sont faciles à trouver. L'Union soviétique avec à l'époque la gratuité des soins pour tous, mais un certain manque de moyens et souvent une absence d'éthique. Les États-Unis à la pointe dans le domaine scientifique, mais avec un accès aux soins bien difficile pour certaines catégories sociales. La France, enfin, notre proche voisine, qui a si souvent servi d'exemple en matière de système de santé, mais qui se débat à l'heure actuelle avec le problème non résolu de la pérennité du financement de son système de santé. Et l'on a le droit d'être pessimiste quant à la capacité de la nouvelle tarification à l'activité, dite T2A, à redresser la barre. Essayons d'évaluer la position de Monaco en ce domaine. Monaco bénéficie de moyens financiers importants. Monaco peut mettre en œuvre les moyens scientifiques mis au point par les grands pays qui l'entourent. Monaco bénéficie d'une des protections sociales les plus avancées du monde et la valeur accordée par nos dirigeants à la notion d'éthique est à son point culminant. En matière de santé, notre pays a donc une chance unique. Alors ensemble, nous devons tout faire pour ne pas la gâcher. Avant tout, c'est bien la mise en œuvre d'une vraie politique de santé claire, indépendante, avouée et avouable que nous continuons à soutenir. Et le document intitulé timidement « Schéma d'orientation sanitaire » qui nous a été très récemment proposé par le gouvernement contient encore bien trop de zones d'ombre pour pouvoir être qualifié de satisfaisant. Mais parlons d'abord de l'hôpital. Son dimensionnement a souvent été l'objet d'âpres discussions. Trop grand ou trop petit. Le problème pourtant est assez simple à formuler. La population stable de Monaco représente un nombre de patients potentiels bien trop faible pour que, dans certaines disciplines, l'activité justifie d'être maintenue. C'est donc en soignant une population plus vaste, communes environnantes et au-delà, que ces disciplines, dans un souci d'autonomie et de service rendu à la population locale, peuvent être conservées. Ce sont là des choix véritables de politique de santé, tout comme celui de la palette des offres de soins du CHPG. Il est sûr que si la représentation d'activités de pointe concernant un petit nombre de patients est légitime dans le cadre d'un certain degré d'excellence, cela ne devrait jamais se faire aux dépens d'activités plus courantes, mais répondant aux besoins d'un nombre de patients beaucoup plus important. Le cas de la chirurgie vasculaire est une bonne illustration du non-respect de ce principe. Elle qui, pour des raisons officielles assez peu convaincantes, a été malheureusement rayée de l'offre de soins du CHPG. Et avec elle, la pratique très courante, par exemple, de la chirurgie des varices. En matière de coûts, si l'adoption de la tarification à l'activité, ou T2A, représente pour l'hôpital une évolution incontournable, la bonne santé de nos finances publiques doit nous permettre de refuser les finalités réductrices de ce mode de tarification sur les prestations de santé. Ce serait là l'expression d'une politique de santé indépendante et respectueuse de nos spécificités, enfin d'une politique de santé monégasque. Par ailleurs, la diabolisation des dépenses de santé par l'exploitation abusive du terme déficit hospitalier est une habitude détestable et récurrente de notre gouvernement, qui trouve là l'excuse de coupes budgétaires arbitraires et souvent partisanes. Il est grand temps de réaliser qu'une politique de santé ambitieuse a tout simplement un coût élevé et qu'un hôpital public n'aura
jamais un budget en équilibre. Et un pays qui peut s'offrir un nouveau yacht club à 100 millions d'euros a, je pense, encore les moyens de sa politique de santé. Pour éviter chaque année les effarements hypocrites en périphérie des discussions du budget, nous proposons qu'un budget prévisionnel soit défendu par le président du conseil d'administration du CHPG devant le Conseil national avant la période de vote du budget. C'est ce qu'on pourrait appeler la budgétisation de ce fameux déficit. Quant au coût des travaux de rénovation de l'hôpital actuel, ils sont parfaitement légitimes dans le cadre du maintien de conditions d'accueil acceptables pour les patients et dans l'attente du nouvel établissement. Et il est bon de rappeler que ces travaux sont pour la plupart rendus nécessaires par l'indicible retard apporté pendant près de 10 ans à la décision de construire et au choix de l'emplacement de cet hôpital neuf. On ne peut évoquer, comme je l'ai fait, la T2A et les coûts de fonctionnement hospitalier sans rappeler que nous sommes toujours à la recherche de lits médicalisés de repli, ce qu'on appelle également des lits de soins de suite, qui permettraient dans le futur, sans préjudice pour le patient, une réduction financièrement favorable de la durée moyenne de son séjour hospitalier. Là encore, des pistes ont été évoquées, mais rien de définitif n'a été décidé. Et pourtant, l'affaire est urgente. Mais la promesse du gouvernement, non tenue depuis 3 ans, de réunir un comité de pilotage de la T2A, n'est pas faite pour accélérer les choses. Quant au groupe de santé ou de travail santé, créé au sein du Conseil national il y a 5 ans, cela fait 4 ans que l'actuelle majorité n'a pas jugé utile de le réunir, estimant probablement que la méthode du consensus l'avait rendu obsolète. Mais c'est en effet, soit au niveau de la tenue de ses engagements, soit à celui des délais de réalisation, que le principe consensuel, non contractuel, part en vrille. Dans un passé récent, je citerai 2 cas exemplaires. Pour son retard et son changement d'orientation, celui de la maison de retraite médicalisée du 5-7 avenue du Port, le but recherché, en urgence absolue, était l'accueil des personnes âgées dépendantes du Cap Fleuri avant leur transfert sur le centre de gérontologie clinique. 3 ans plus tard, ces personnes sont toujours dans des conditions bien modestement améliorées au Cap Fleuri. Et il en sera ainsi jusqu'à au moins 2010. Pour sa non-réalisation pure et simple, celui de l'extension sud du CHPG. Ce projet devait, et c'était là les affirmations mêmes des représentants du gouvernement, régler 80% des problèmes d'accueil et de mise aux normes de l'actuel CHPG, et ce, jusqu'à son remplacement par l'hôpital neuf. En conséquence, eh bien, nous connaissons actuellement les travaux fragmentaires, incessants, beaucoup plus coûteux et source de multiples nuisances pour les patients, et à terme, pas toujours suffisants. Nous les connaîtrons au moins jusqu'en 2015. Et je vous rappelle que récemment, les représentants du gouvernement nous ont annoncé, c'est peut-être une coquille, une fin de la dernière tranche de travaux du futur hôpital pour 2021. Donc, vraisemblablement, nous connaîtrons ces travaux bien plus longtemps si l'échéancier de la construction de l'hôpital neuf n'est pas contractualisé. Vous le voyez, la synthèse des points que nous venons d'évoquer tient en une phrase. Notre système de santé est bon, mais plusieurs éléments susceptibles de lui permettre de durer et encore de s'améliorer sont à l'état de projet. Et de ces projets, le nouvel hôpital est la pierre angulaire. Ces projets doivent être réalisés. Et pour cela, le maintien d'un degré suffisant d'indépendance vis-à-vis du système de santé français est indispensable. Ainsi, dans le domaine de la santé, comme dans tant d'autres, seule la méthode du contrat d'objectif permettra d'éviter que des réalisations souvent décidées et souvent souhaitées conjointement, j'oserais dire consensuellement, entre Parlement et gouvernement, ne soient retardées, voire reléguées aux oubliettes par ce dernier en vertu de nouveaux arbitrages opportunistes, parfois assez éloignés des besoins des monégasques, donc de l'intérêt supérieur de notre pays. Merci.